Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, j'ai mis mon meilleur titre de Senna. Je fais ce que je veux, Anthony. Tout de suite, on est dans la vanne pour Senna. Tout de suite. T'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, parce qu'on reçoit un invité qui va pas parler forcément que de Senna. Hein. Et alors, justement, Prost, Senna, c'est vachement utile. Il m'a niqué mon intro. C'est pas grave. Mince. Je t'aime bien quand même, Anthony. Bon. Ça va? Je m'en vais sinon. Non, ça va pour cette fois. Bon, ça va. Oui, tout va bien, tout va bien. Je reviens de Dijon. J'ai pas forcément pris de couleur parce que il pleuvait, mais on s'est régalé. On a parlé historique et on a rendu hommage à quelques grands pilotes. Tu vas nous parler de ça, effectivement, le Dijon Motors Cup. Et tu vas nous parler aussi de F1 Academy. Oui. Tout un beau programme. Avec la France, mesdames et messieurs. Ah, et puis le motocross des nations. Eh ben la France, mesdames et messieurs. Ah, c'est ça. Ah ouais, non mais... Ah ben moi, ça me parle de la France. Ok, très bien. Bon, je te suis. Comment vas-tu, Jean-Louis? Très bien, très bien. J'ai vu un Grand Prix de Singapour absolument formidable hier. D'ailleurs, je menteur. Oh là là, formidable. Je me dis, il dit pas la même chose avant l'enregistrement. Je me dis, il va me mettre en galère. Je vais en parler. Tu vas en parler. Je vais en parler. Bon, en attendant, tu es venu avec ton ami Bernard Bacalian, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de RS. Bernard, on est très content de te recevoir. Tu es le photographe d'Alain Prost pour toutes ces années en Formule 1, mais pas que. Tu as vraiment couvert plein d'années, l'Andros évidemment, en tout cas les sports mécaniques qui coulent dans tes veines, quoi. Oui, c'était depuis les années 80, depuis 1980 où j'ai commencé mes premiers Grands Prix, la même année qu'Alain, et je continue toujours tout ce qui est sport automobile et sport mécanique. Bon, je ralentis un petit peu, mais j'ai quand même beaucoup d'activités dedans. En tout cas, moi j'avais une question avant de démarrer notre programme. Comment est-ce qu'on arrive à passer de photographe à photographe pour la F1 et photographe d'Alain Prost? On a commencé la même année, en 1980. Lui au Grand Prix d'Argentine en début d'année. Moi, j'ai commencé en fin d'année avec le Grand Prix du Canada et des États-Unis. Et des États-Unis. Ouais. Et le Grand Prix du Canada, malheureusement, c'est le Grand Prix où Jean-Pierre Jabouille a eu son accident. D'accord. Et puis, on s'est connus au fur et à mesure. On était très, très amis, tous les pilotes de Formule 1. On connaissait très bien les pilotes de Formule 1 chaque année. Et je suis rentré à l'agence Gamma en 83, et à l'agence Gamma, on m'a dit, nous, on va pas vendre que des voitures, parce que nous, ça nous intéresse pas trop. On préfère faire des photos, avoir des photos de personnalités et de people. Ils m'ont dit, rapproche-toi d'un pilote qui commence à bien rouler actuellement, c'est Alain Prost. Et bon, comme je le connaissais un peu, j'ai commencé à parler avec lui, puis on s'est rapprochés. Mes premières photos que j'ai fait en privé, c'était en 83. D'accord. En 83. Et donc, du coup, c'est rentré sur les Grands Prix grâce à l'agence Gamma. Tu étais photographe et tu as pu te spécialiser par passion et aller sur les circuits comme ça, sans parler d'Alain Prost. Hein. Oui, je suivais après les Grands Prix pour l'agence Gamma. D'accord. Et j'étais accrédité par l'agence Gamma et aussi pour des grands magazines quand je suivais en commande pour des magazines comme Paris Match ou autres. Ou VSD qui était pas mal sur les sports mécaniques à l'époque. Ouais, effectivement. VSD, le Dakar. Et aux grandes dames de Rémi, jamais de moto, Bernard, alors. Non, c'est un peu de motocross. Ce qu'il faut expliquer, et c'est le grand malheur d'Anthony de Revet, c'est que Jean-Louis et nous deux, la chance qu'on a eue, c'est que ce soit en moto ou en Formule 1, à notre époque, t'arrivais, si t'es sympa et que t'as un peu de charisme, t'étais pote avec les pilotes, c'était facile. Maintenant, et surtout depuis le Covid, avec le rôle pris par les attachés de presse, depuis 5-6 ans, c'est absolument impossible. C'est pas ça le vrai problème, c'est que je suis pas sur place, parce qu'en endurance, je suis pote avec les pilotes, je suis pote avec les ingés, avec les mécanos, mais quand je suis sur place, il n'y a pas de problème, mais on n'est plus sur place, en fait. Notre métier a beaucoup évolué. Il y a ça aussi, c'est ça, voilà. Ouais, c'est vrai que ça l'ambiance était différente dans les paddocks, l'approche avec les pilotes, parce qu'après les essais et après les conférences, en interne, on jouait à la blotte avec eux, on dînait le soir ensemble. Ah oui, ça c'est l'anecdote où vous jouiez aux cartes. On va en parler après, évidemment, de l'Andros avec Alain Prost, mais est-ce que je l'avais percuté, on s'était rencontrés là-bas, est-ce que tu retrouvais pas un petit peu cette ambiance d'avant sur les paddocks de l'Andros? Si, c'est une ambiance où, d'ailleurs, quand Alain est arrivé sur l'Andros en 2003, c'est l'année où j'ai commencé aussi, les spectateurs étaient enchantés parce qu'ils arrivaient et ils se mettaient devant l'équipe et ils pouvaient voir Alain, lui demander des autographes. C'était un peu comme avant quand les spectateurs allaient dans les paddocks et se baladaient. Ah oui, ça manque ce trophée Andros. Cela dit, oui, c'est vrai que ça manque. Rémi, on retrouve ça en endurance moto en fait, toujours et cette ambiance. Surtout,
en World Superbike. Ah. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait le paddock, et il y a même des endroits à Manicourt où l'entrée est gratuite sur au moins une des 2 journées, donc c'est sûr que là, et les pilotes, quand ils gagnent, ceux qui vont au podium, sont obligés de passer, ils tapent dans la main des supporters. Cool. Le paddock show est animé par Michael Hill, un Britannique, et il y a tout le monde qui vient autour, et ils ont été assez malins pour faire ça. Ça serait pas réalisable en Formule 1. Non, bien sûr. Effectivement. C'est important pour les spectateurs. Maintenant, c'est impossible, c'est fini. Ah bah ça a bien changé. Mais ils sont tellement sollicités, je pense que j'avais l'exemple avec Isaac Hadjar, je me dis je vais aller le saluer, etc. Et puis en fait il n'avait pas le temps vraiment. Il m'a salué mais pas le temps de parler parce que vraiment c'est minuté quoi. Ah puis il a dit non pas Anthony. C'est minuté, non. C'était ça en fait. Avant, il y avait le jeu des attachés de presse qui nous bloquait aussi, mais on arrivait quand même en les connaissant, à contourner et puis aller voir les pilotes directement. Maintenant, c'est fini, on ne peut plus rien. J'imagine. Bon, Rémi, je ne t'ai même pas dit bonjour. Tu viens nous parler de quoi, du GP d'Indonésie au hasard? J'ai regardé, je me suis enchaîné les 2 grands prix. C'était, par rapport à la Formule 1, c'était dément, quoi. Qui déjà le samedi pouvait pronostiquer le podium qu'il y a eu, avec notamment Raoul Fernandez, mais alors le dimanche, là, vu qu'il y a eu Bezeki, Marquez qui ont malheureusement dégagé dès le premier tour, c'est improbable tout ce qui s'est passé. Et puis le nombre de dépassements, de bagarres, c'était le plus beau Grand Prix pour l'instant, mais avec ce qui est en train de se passer, on y viendra. Peut-être que sur les prochains Grands Prix, il va y avoir encore des surprises. Hein. Ouais, c'est clair. Et la semaine prochaine, on reviendra, parce que c'était un peu frais, sur évidemment le GP Explorer, bien évidemment. Mais tout de suite, restons dans la monoplace avec la Formule 1. Un GP de Singapour avec quelques surprises, Jean-Louis, et notamment un titre de champion du monde, mais pas pilote, côté constructeur. Oui, McLaren, je veux les saluer parce que quand même un titre constructeur, même si c'est pas aussi brillant que le pilote McLaren qui remporte le titre mondial, je rappelle quand même à ceux qui doutent encore de ce titre constructeur que c'est celui qui distribue les primes. À la fin de l'année, bah évidemment. C'est le classement constructeur qui donne les primes aux équipes. Ah, je savais pas ça, donc, tu vois. Pour nous, c'est moins prestigieux, mais pour eux, c'est en millions de dollars. Ça représente quoi? C'est en millions de dollars. Ah, ça dépasse les 10 millions de dollars, des choses comme ça. Oui, bien sûr. D'où l'importance aussi, tu sais, à l'époque, quand les petites équipes marquaient un point. Un point, bah, bien sûr. J'ai toujours vu des équipes bouder parce que bon, c'était pas la victoire qu'ils attendaient ou des choses comme ça. Mais dans les petites équipes, un point, il y avait le champagne pour tout le monde dans le stand. Bien sûr, c'était hyper important. Voilà. C'est un peu dommage que ça soit vraiment lié à ça. Il devrait y avoir un truc un peu plus je vais pas dire qui distribue. Hein, c'est pas le but, mais tout le monde participe à ce show. C'est 20 pilotes, c'est pas les 6 pilotes du top 6. C'est pour la répartition. C'est la répartition, oui, bien sûr. Et puis, c'est la partie du gâteau. Et puis toute l'équipe, les mécaniciens, etc. Quand même, ça joue beaucoup. Est-ce que vous savez, c'est déjà arrivé que le titre constructeur soit délivré 6 fois avant la fin? Non, je crois que c'est une première. Une fois. Ah si, avec c'était Red Bull, mais c'était à l'époque, il y avait 22 Grands Prix contre 24. Contre 24, c'est ça. Parce que là, ils ont un total de points incroyable. Mais en moto, ça fait 3 semaines. Avant le Japon, c'était Ducati, ils ont été champions à Misano. C'est de plus en plus tôt la domination des constructeurs. Je veux saluer aussi des garçons comme Andrea Stella, Ron Marshall. Andrea Stella, je rappelle que c'est Éric Boulier qui l'a mis en place quand il était lui-même chef ingénieur chez McLaren, un Français donc. Et Andrea Stella qui a réuni cette équipe sensationnelle et qui est un type assez strict pour un Italien, en plus. Donc c'est le plus britannique des Italiens, et ça c'est quand même pas mal. Je rappelle aussi qu'il y a eu des victoires du moteur Mercedes, hein, parce que les McLaren ont des moteurs Mercedes, et il y a 236 victoires du moteur Mercedes en F1 sur 605 Grands Prix au total. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal, justement, restons avec Mercedes. Tu nous as dit à quelques reprises que les Merco, elles n'étaient pas à la hauteur quand il faisait chaud. Ah oui. Mais pourquoi elles ont autant de rythme ce week-end? Je suis vert. Tous les pilotes nous ont dit ça. C'est moi, mais parce que j'écoute les pilotes, non. Charles Leclerc. Faut plus écouter les pilotes. Charles Leclerc, non, mais oui, mais on va se rattraper à Singapour. On sait que les Mercedes ne marche pas bien quand il fait chaud. Il faisait 40 à l'ombre. Il ne s'est pas promené, naturellement. George Russell, il bombarde. Bien sûr. Mais je veux dire, voilà. Il a collé 5 secondes à Max Verstappen et 11 secondes à Lando. Comment on l'explique? Non, c'est parce qu'ils ont mis la main sur quelque chose, un réglage qui est tenu secret. Il ne vous a pas échappé que quand il y a la vérification des voitures, ils ferment toutes les portes et les stands maintenant. Hein. On ne peut plus, au moment du podium, juste après le podium, les voitures sont dirigées vers leur stand fermé, parce que c'est là où on les vérifie et c'est là où on les démonte. Et donc, Mercedes, ils ont mis la main sur un réglage qui fait que leurs pneus chauffaient moins qu'avant
et qu'il s'aérait beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné le Grand Prix. Bon, il a quand même dit que si Verstappen était parti devant lui, que ça aurait été compliqué de le battre. Oui, ça s'est joué au il y a départ. toujours ce Plus côté, encore que d'habitude, peut-être. tu sais, c'est le côté dirty air et le côté clean air. En fait, quand tu es dans l'air propre, tu peux plus oui, alors, consolider ton avance. Ce qui a joué beaucoup, c'est la pluie juste avant le départ. Et c'est finalement cette file qui devait pas être formidable, elle l'a été, c'était pas mal du tout, c'était bien joué. Et il a pris un très bon départ, alors que avec des pneus normaux, des softs, des médiums, alors que Max, pour le passer, avait pris des tendres, et il n'a pas réussi à le passer. C'est ça. Et donc, c'était fini. Après, pour les dépassements, c'est plus copieux. Et c'est une belle revanche pour Russell qui, en 2023, avait terminé dans le mur. Donc, il n'était pas très satisfait. Et il a refait la photo avec son trophée, comme Lewis Hamilton l'avait fait à l'époque, quand Russell était lui-même spectateur et voulait accéder à la Formule 1. Je trouvais que c'était rigolo. Voilà. J'aime bien, c'est un petit détail. Et notamment, il y a d'autres choses aussi, des petits détails amusants que tu as relevés. Oui, alors Jean-Louis, pour ce Grand Prix de Singapour. Le plus amusant, c'est Alonso. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, déjà, il fait une course formidable et il voit bien que Isaac Hadjar, que j'aime beaucoup au demeurant, avait des problèmes de moteur. Bah oui. Et Isaac Hadjar, au lieu de laisser filer, non, il a fait tout ce qu'il pouvait il veut montrer. Pour montrer qu'il était là. Mais deux fois d'affilée. Oui, Alonso disait, oui, il faut bien qu'il s'entraîne, mais enfin bon. Tu vois. Il a dit quoi, le titre de champion on va lui accorder le titre de champion du jour dans ses radios. Mais malgré tout, il y a un petit problème avec l'équipe, car à un moment, il dit à son ingénieur, bon, si tu me parles encore une fois sur un tour, je coupe la radio. Donc, ça, c'est du Alonso craché. C'est des détails que j'adore. Faut pas l'énerver. J'adore, parce que non, mais ça, c'est amusant. Enfin, il lui a un petit peu sabordé aussi son arrêt. Hein. Oui, oui. C'est un peu trop de temps au stand. Le pauvre, il s'est bien débrouillé. C'est quoi, 8-9 secondes, non beaucoup trop long, oui. J'avais une autre réflexion amusante à vous faire, c'est celle d'un pilote, parce que maintenant, on va bientôt avoir obligatoire en 2026, sur des grands prix comme Singapour, à plus 31 degrés, la climatisation, si je puis dire. Le refroidissement, avec une combinaison spéciale, etc., etc. Et là, déjà, le Grand Prix était déclaré à plus 31 degrés. Et donc, déjà, on pouvait mettre une combinaison avec... Que Russell avait déjà utilisé par le passé. Ouais, bien sûr. Alors, c'est un peu gênant parce que, quand même, il y a des tuyaux. C'est vrai. Il y a des canalisations, des diurites. Et donc, ça gêne un peu. Si on est vraiment trop serré dans le cockpit, or, vous savez comme moi tous, que dans les cockpits, on est plus que serré, on est saucissonné. Et alors, il y a un vieux copain qui m'a dit, moi, je veux être pilote de Grand Prix. Pourquoi? Je dis, écoute, d'abord, ils sont assis. Deuxièmement, ils ont un volant entre les mains, ils s'amusent. Troisièmement, ils ont à boire. Maintenant, il y a la clim. Et la radio, ils ont la radio. Ils écoutent l'énergie en plus. Voilà. Non, mais concernant ça, ils vont être obligés. Et il y a plusieurs pilotes, dont Verstappen, qui ont dit ils vont obliger les pilotes à mettre ça. Mais ils ont qu'à leur laisser le choix. Ils vont les obliger. Mais je pense que c'est des questions de sécurité, comme on avait eu, tu te souviens, au Qatar. Ah ouais, ils étaient dans un état, les pilotes. Comment est-ce que tu peux savoir si le mec... Moi, par exemple, je supporte très très bien la chaleur. J'ai jamais eu de problème avec ça. Moi aussi. Les mecs s'évanouissaient à l'armée quand on était pendant 2 heures. Plus il fait chaud, mieux je me porte. Donc j'ai pas envie de le porter. Et il peut y avoir aussi d'autres problèmes, parce que comme tu disais, Jean-Louis, les canalisations, entre guillemets, enfin les tuyaux, imagine, ça se casse. Non mais d'accord, mais on parle problème mécanique. Tu dis que t'aimes la chaleur, j'aime la chaleur, mais dans des cockpits de voiture, on parle de température extrême quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ma punition dans ma vie de reporter, c'était le rallye de Suède. Mais par contre, les Dakar, je nageais. C'est formidable pour moi. Alors que moi, j'aurais bien pris la Suède. Effectivement, c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'on s'approche du réchauffement climatique, entre guillemets, pris en compte par la Formule 1, surtout sur les Grands Prix en Extrême-Orient, ou même au Moyen-Orient. Où on a vu la clim dans le circuit, sans les non, il pourrait y arriver. On a vu le Qatar, voilà. Mais bon... Qu'est-ce que tu penses, Bernard, de cette évolution de la Formule 1 ? Est-ce que tu la suis toujours autant ? Et quand on parle de clim dans les cockpits, comment tu le vois ? Je la suis un petit peu moins quand même. Mais quand on voit l'évolution qu'il y a eu avec dans les cockpits, avec les changements de vitesse, quand on voyait sortir les pilotes des cockpits avec les mains complètement abîmées, ils sortaient complètement fatigués, ils transpiraient, ils perdaient 3-4 kilos pendant la course. Je trouve que maintenant, si on arrive à avoir des combinaisons réfrigérées, climatisées, c'est on arrive quand même à une bonne... il manque plus que le joystick pour rester dans son fauteuil. Non, alors après, même en endurance, comme les voitures sont fermées, on a une obligation d'avoir une climatisation. Donc... Mais ça me semble à la limite plus logique. Oui. Il y a une vraie raison à ça. Les 24 heures du Mans, on sait que depuis l'origine, c'est un test pour l'automobile.
sur 24 heures. Et qu'il fallait qu'il se prête à ce jeu de la climatisation, parce que maintenant, dans les voitures... Mais moi, je trouve pas ça déconnant qu'il y ait la clim dans les combinaisons, que c'est ici, avec les températures extrêmes qu'il y a, avec le calendrier qu'on a. C'est une épreuve, et pourquoi les mettre au bord de tomber dans les pommes quand il y en a eu quelques années Je le répète, c'est le calendrier géographique de la Formule 1 qui va vers ça. Autre sujet à aborder sur ce Grand Prix de Singapour, c'est l'antagonisme Verstappen, Piastri et Norris. Et ça tourne mal. Ça tourne mal, et je vais vous dire pourquoi ça tourne mal. Déjà, on s'en doutait tous, Rémi est le premier à le dire. L'amitié Piastri-Norris, ça va pas tenir le coup. Oui, ben voilà. Évidemment. Mais là, le système qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il y a un arbitre dans cette opposition, c'est Verstappen, qui a fait le choix de préférer Piastri à Norris. Alors ils étaient potes. Ils étaient potes, Norris et Verstappen. Officiellement Officiellement, l'interview de la fin des qualifications, Norris a un petit peu gêné Verstappen, ou Verstappen a peut-être un peu gêné Norris. Peu importe. En tout cas... C'est Norris qui a gêné Verstappen. Ouais, mais je crois pas qu'il l'ait gêné, à un moment. En tout cas, il y avait 2 secondes. Il y en a un qui a pris un échappatoire pour être tranquille. Bref, il l'a dit à l'arrivée, donc ils sont arrivés tous les 3, Russell, le deuxième Max, le troisième Oscar, et Max a fait une petite déclaration sur les pilotes McLaren en disant, et c'est pas Oscar qui était à ses côtés. Ça voulait dire que c'était Norris. Et sur les réseaux sociaux, je dirais les réseaux sociaux intelligents, parce que les réseaux sociaux, ça commence à prendre un peu d'ampleur, surtout que Lando a fait une déclaration sur Max en disant qu'il était né dans une voiture de course. Et que pour lui, c'était pas si important que lui. Comme si Lando n'avait pas fait de tour de voiture. Et comme Lando Norris, son père est multimillionnaire, ou je sais pas. Ouais, voilà, ça a commencé à créer. Donc, ce que Rémi attendait, belle ambiance. On va voir les prochains Grands Prix, ça va fumer. Et pourquoi Max fait ça? Parce que on le dit, chez McLaren, c'est plutôt Lando Norris, le fils prodigue, entre guillemets. Et donc, s'il va plutôt soutenir Oscar Piastri, ça risque de faire monter la sauce. Et ça, c'est la logique de la F1. Quand vous avez 2 pilotes désignés pour jouer le titre mondial, ils se battent entre eux, et le troisième larron tire les marrons du feu, en l'occurrence Max. Et tire les points. Ben oui, c'est la réalité. 86, Adélaïde. Voilà, exactement. Bon, on en est là, mon cher. On en est là. Et dernière petite info, là, ça concerne Cadillac. Oui. Tu avais des infos. Mon vieil ami Simon Pagenaud. Voilà. Oui. Après, il a eu un carton géant. Je veux dire, on a failli le perdre. Ouais. Oui, 2022, ouais. Je crois que c'était récent. Non, mais sauf que depuis 2022, il ne peut plus rouler. Il ne peut plus rouler. Non, il donne la chair. Et Cadillac lui a trouvé un job. C'est lui le responsable du simulateur. C'est bien, aujourd'hui, ça fait gagner les équipes, le simulateur. Voilà. À chaque fois, on a des petites nouvelles de Cadillac, et ça me fait plaisir que ce soit mon ami Simon. Elle me plaît bien, cette écurie Cadillac. Elle me plaît. Oui, alors moi, quand je vois Bottas et Pérez... Oui, lui, ça l'embête. Écoute... Ça me hype pas, quoi. Je veux dire, à un moment, vieux... T'as tort. Moi, je suis pour eux l'année prochaine. D'accord. Un peu Ferrari, quand même. Mais Ferrari, il y aura le moteur Ferrari, c'est pour ça que voilà. On sait très bien qu'Anthony veut prendre un gars de la Freca, en fait, de la F1. Un gars de chez RSGP, un gars de chez Art Grand Prix, un gars de chez Dams, allez, on y va. En même temps, s'il mettait dans la Formule 1 Cadillac un moteur que j'avais dans le SRX Cadillac, ils auraient été un peu en galère. Ah bon? Ce serait quand même... Voilà. Mais ils vont avoir leur moteur bientôt, mais il va falloir le développer d'abord. Et quand il y aura justement un jeune pilote qui aura les dents longues, là, par contre, ça ira. Donc, résumé de la situation, Norris, Piastri, à suivre. Et les points, alors, du coup, tu les as Oui, je les ai. Vas-y. Je les ai, les points. Oscar Piastri, 336 points. Lando Norris, 314, donc ça se resserre un petit peu. Et Verstappen, 273. Voilà. Il n'est pas encore là, mais si les deux se chicanent... Arrêtez, les gars, il reste encore 63 points. Mais imaginons que... Parce qu'on l'a quand même dit, les deux équipiers de chez McLaren, ils se sont un peu touchés au départ. Ah oui, malgré tout. Donc, Norris, cette révélation, on l'a vérifié, Norris, il touche... Piastri, pour la simple raison, c'est qu'il tape d'abord dans Verstappen. C'est ça. Il a freiné un peu plus tard, d'ailleurs, il perd une partie de son aileron, non, il le casse, mais il a tenu toute la course, et ça l'envoie dans Piastri, il a été obligé de lever le pied. Mais il a pris un excellent départ, Norris, pour le coup. D'accord. Avant de parler de Dijon Motors Cup avec Anthony, qui a tes faveurs en ce moment dans les pilotes? Russell, je mets bien, et puis
Ah. J'essaye un petit peu dessus parce que pour moi, Gadjar, Oui. c'est un peu pour moi, c'est un genre de Prost qui essaye de sortir du lot. Et, Il lui ressemble un peu, hein, ils ont presque la même taille. je serais photographe, je suivrais tous les grands prix actuellement, surtout. je pense que je me serais rapproché de lui. D'accord. Ouais, parce qu'il a cette fougue aussi, il a ce talent. Isaac, il est... Elle est super bien l'interview qu'il a fait avec Mouloud Achour, Ouais. où ça vulgarise le sport auto, c'est vachement bien. c'est bien. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été mal vu au début, c'est que il est honnête, quoi. C'est nature peinture. Moi, j'avais bien aimé quand il arrivait, je sais plus où il était devant une Lambo et il dit ah ouais, elle avance pas. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Mais non, mais parce que nous, on aime les voitures de course, Mais les voitures, les quelqu'un supercars. qui dit vraiment ce qu'il pense, quand tu sais qu'il y a une caméra derrière. Moi, jamais je fais ça. Hein. Mais non, mais justement, c'est ce qu'on aime. C'est voilà, c'est Isaac. Mais le monde des Grands Prix et son équipe vont le façonner tout doucement. Et malheureusement. Ouais. Malheureusement. Oiseau de mauvaise augure, là. Bernard et moi, on a connu Alain Prost, qui était vraiment, franchement, je ne vais pas dire un plouc, mais quelqu'un qui arrivait de Saint-Chamond, de sa campagne. Après, il dînait avec la reine d'Angleterre. Il était C'est vrai. impeccable, un Anglais. D'ailleurs, il est member of the Empire. C'est ça. Ce dont il est très fier, OBE. Officier de l'Empire britannique. C'est-à-dire que comme il n'est pas britannique, il ne peut pas être anobli. Donc il est juste au-dessus. OBE, il est. Exactement. Donc, j'ai fait un papier sur lui récemment, je l'ai appelé, je peux dire. Mais j'en suis très fier, personne ne le dit. Avec McLaren, c'était pour ça? Il a gagné avec Non, McLaren. il a gagné avec McLaren, il a gagné avec Williams. Ah, c'est pour Williams? Officer of British Empire, bien sûr. Et il a été d'ailleurs salué à Goodwood cette année. C'est plus que la Légion Oui, d'honneur. cette année, il a eu un moment spécial à Goodwood. Exactement, ça, où il revenait sur son parcours. Et aujourd'hui même, là, 6 octobre, il était champion en 85 pour la première fois. Voilà, tu vas nous liquer les questions que j'ai posées tout à l'heure. Désolé, je vais pas oublier ça. Pardon, désolé. C'est relou. Parle-nous du Dijon Motors Cup. Eh ben d'ailleurs, d'accord. On t'écoute. Bon, on a de belles images en plus, donc les images d'abord, et puis ensuite on aura le témoignage de René Arnoux, parce que on a rendu hommage justement à Gilles Villeneuve. René Arnoux était présent, et il avait la combinaison Renault, et il a roulé dans la Ferrari 312T de Gilles Villeneuve. On se souvient qu'en 79, il y avait eu un duel incroyable, évidemment, à Dijon, et ce qu'il a beaucoup répété, c'est que c'était deux amis qui s'affrontaient en piste. Il y avait eu la bagarre. C'était génial. Est-ce que ça t'a donné envie, toi, Bernard, de venir en Formule 1, justement, ce duel? C'était un an avant que tu arrives en Formule 1. Moi, je suis arrivé en Formule 1 parce que mon métier, c'était de faire les reporters. D'accord. Et j'ai eu l'opportunité de venir sur un Grand Prix en 80 et j'ai appris, c'était un milieu qui était quand même assez compliqué. Et j'ai arrivé à faire ma place dedans et je suis resté. Mais ça aurait été l'actualité, la politique ou autre, la guerre, ça aurait été pareil pour moi, c'était le métier de reporter. Toi, tu voulais être reporter. On voit des images d'ailleurs du Dijon Motors Cup. Alors, en fait, c'était la 12e édition. Donc, c'est HVM Racing qui organise cette épreuve. Et en fait, c'est à la fois une réunion de voitures anciennes, des Formule 2, des Formule 3, et puis des voitures un peu plus modernes, des Lotus, des voitures de GT. Et certains se font un petit peu piéger. Oui. Mais c'était vraiment une vraie fête et un partage avec des voitures de Formule 1 notamment, avec il y avait des voitures des années 2004, 5, 6, 2013 même, des Toro Rosso. Et donc voilà, ça s'est passé en Bourgogne et c'était un grand week-end. Et malgré la météo, parce que on n'a pas forcément. T'avais billetterie comme speaker? Non, pas du tout. J'étais le speaker de cette épreuve. Des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, ça me rappelle d'autres trucs. Oui, il y a eu quelques problématiques, effectivement. Et puis, on a eu de belles démonstrations. On a eu la voiture de Philippe Alliot également, qui était pilotée par... je crois, le papa de Nicolas Molini. Voilà, Dijon Motors Cup, c'est un rendez-vous. Et ces images, c'est Powerloop qui nous les offre. Donc, merci à Vincent. Parce qu'elles sont géniales. Et l'hommage à Gilles Villeneuve, c'était poignant, franchement. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut écouter René Arnoux parce qu'il a les mots que moi, je n'aurais pas. Et ça m'a mis les larmes aux yeux. Et on regarde ça. Quand je monte dans une des voitures de Gilles, c'est beaucoup d'émotions. Gilles est quelqu'un qui n'aimait pas les coups bas. C'était quelqu'un d'entier. Je crois qu'on était à peu près la même valeur sur ce plan-là. Et donc, c'était vraiment quelqu'un de fidèle. Et il est resté fidèle jusque maintenant, au dernier moment où il s'est tué devant moi, puisque j'étais 20 mètres derrière et je me suis arrêté. C'est une voiture qui est facile à conduire. C'est un moteur aspiré, très souple. Et en plus, quand il y a du couple, il y a du régime, il y a un peu tout dans ce moteur.
une voiture parfaite pour faire du Monte-Carlo, parce que c'est ce qu'on demande à un moteur comme ça. Mais c'est vrai que on trouve assez vite les repères. Après, aller vite, c'est autre chose. C'est vrai que j'ai pas été dépaysé du tout. Au contraire, une grande satisfaction, une grande émotion, une grande joie. Ça me rappelle tellement Gilles, ici, la course qu'on a fait, absolument incroyable. Et puis surtout, cet ami sincère, généreux, l'acrobate, comme je l'appelais. Donc, c'est vraiment beaucoup d'émotions vis-à-vis de lui. J'ai fait un petit coucou au paradis. Magnifique. Ouais. Magnifique. Vraiment. Parce que, moi, il m'a donné la chair de poule. Gilles l'avait reconnu. Il disait que le duel, pour lui, avait été un duel historique. Il n'y en a pas plus beau encore. Hein. Il n'y a pas eu mieux. Avait été plus sympa pour lui parce qu'il avait justement une voiture avec un moteur aspiré, 12 cylindres Ferrari, ça marche, contre René qui avait un turbo. Quand même, les turbos, c'est plus ou moins capricieux. Il y avait un lag. Voilà. Et alors, ce que René m'a rappelé, j'avais oublié, mais lui avait des problèmes, je crois, de moteur, justement, ou en tout cas pour avoir de la vitesse idéale. Il n'arrivait pas à vraiment prendre l'aspiration. Et Gilles avait des problèmes de frein. Donc, c'était vraiment le duel incroyable. Il doit avoir une pression, comme ces pilotes, de remonter dans des caisses comme ça où tu sais que tu ne peux pas taper. Ah oui, là, il était limité à 9000 tours. On lui a dit, ne va pas plus vite. C'est pour ça qu'en ligne droite, il aurait pu aller mieux. Mais... Moi, je suis étonné à chaque fois que je vois les Le Mans classiques, et les mecs, ils ont des caisses et qui devraient être dans des musées, et les mecs, ils ont en drift, là, au raccordement. On est entre nous. Je dirais que c'est les amateurs éclairés, ça. Alors, il y a ça, et puis on est entre nous, il y a quelques copies. C'est pour ça, les vraies, elles sont dans le garage, et puis les copies, ils roulent. C'est pour ça que... Il y a des constructeurs Tant mieux. qui officialisent la réplique. Parce que il peut courir avec, mais le vrai bonbon, il est à l'intérieur dans le coffre. Il faut posséder le vrai bonbon. Le vrai bonbon, bien sûr. C'est ce que j'allais te demander. C'est obligatoire. Non, c'est ça. C'est obligatoire. Mais, voilà. C'est la solution parfaite. Il le sait. Oui, mais ça coûte un peu. Un pilote avisé comme Alain Prost me dit un jour, qu'est-ce que tu fais demain? Je dis, rien. Viens avec moi à Dijon, je vais tourner dans la RE40, la voiture avec laquelle il a failli être champion du monde. Je dis, oui, bon, ça va te faire plaisir à tous. Et puis finalement, on discute, Bernard est là, fait les photos, etc. Et la RE40, je dis, mais pourquoi tu dis, moi, ce genre de voiture, il permet de faire une démonstration, je préfère déjà regarder si quand tu tournes à droite, elle va à droite, tu vois. Voilà. D'ailleurs, mais c'est vrai les voitures de collection, il faut faire un peu attention. Mais au Grand Prix de France historique, c'est vrai, il avait roulé l'année dernière dans la McLaren avec laquelle ça s'était mal terminé en 80, où il avait terminé dans le rail. Il n'était pas très confiant et c'était des mauvais souvenirs, entre guillemets. Donc, voilà. Très bien. Donc voilà, et c'est Renault qui, à Dijon 79, cette année de duel, avait remporté la première victoire d'un moteur turbo. Avec Jabouille. Jabouille qui était devant, et le pauvre Jean-Pierre, il est monté sur le podium, et après, on n'a plus jamais parlé de lui, parce que tout le monde avait vu les images qui sont passées sur toutes les télés du monde entier, et des deux, là, des deux héros, comme je les appelle. Les deux héros, c'est une belle image pour terminer cette page pour Dijon. Maintenant, on va parler de F1 Academy. Tu vas nous parler de Dorian Pain et comment elle s'est déroulée cette manche. Alors, pour Dorian, c'était pas mal, mais pas idéal. Elle est toujours en tête du championnat, mais c'est Maya Veug avec la combinaison Ferrari qui a fait le plein de points. Sur la première course à grille inversée, elle a réussi à remonter par rapport à Dorian. Et puis sur la course numéro 2, bravo à elle, et bravo à elle deux d'ailleurs, elles sont restées en pneus slick sous la pluie. Et elles se sont livrées un duel où finalement, malheureusement pour Dorian, c'est Maya Veug, la néerlandaise, qui a pris l'avantage. Donc ça a été un week-end solide, mais mieux pour Maya Veug, qui revient donc au classement. J'ai le classement à 9 points seulement de Dorian, alors qu'il ne reste que 2 courses au calendrier. Ouais, c'est clair. Mais du coup, avec la course 2, donc il y a la pluie, c'était en slick? En fait, elles sont restées en slick, et puis certaines sont rentrées dans la voie des stands. Et les deux, étant donné qu'elles étaient en première position, si elles s'arrêtaient, elles allaient être derrière. Comme on a vu avec Alpine où ils ont changé. Exactement. Et donc stratégiquement, il fallait rester sur la piste, mais on les a prévenus, on leur a dit, il va pleuvoir, il y a 2 tours où il faut serrer les dents, et elles ont tenu, et même plus, parce que Maya Veug a pris l'avantage sur Dorian Pain au freinage, donc c'était beau. Et on a eu pour cette course un wildcard, une pilote wildcard sur cette F1 Academy. Qui a-t-on reçu? Lisa Billard, qui est encadrée un petit peu par Esteban Ocon. Ah, cool. Ben oui, parce qu'elle est également normande, il n'y a que des Normands finalement en monoplace. Lisa Billard qui a été sélectionnée après un test de jeunes pilotes. Donc il y a des sélections qui ont été faites. Elle a tout de suite bien pris la mesure de sa voiture. 6e temps des qualifs. Incroyable. Elle arrive, elle est vraiment au rendez-vous. Malheureusement, en course, on sent que l'expérience est moindre. Elle s'est faite sortir dans la première course. Dans la deuxième, il y a eu une petite erreur. Voilà. Tu arrives, tu es wildcard, tu fais P6.
Ah non, ça marque quand même les esprits. Elle a marqué les esprits, vraiment, parce qu'elle est en Formule 4 française. Hein. D'ailleurs, les mêmes voitures qui sont utilisées pour le GP Explorer. Ouais. Et elle a fait de belles courses cette année. C'est passé un peu inaperçu parce que les qualifs n'étaient pas idéales. Ben là, elle a fait de bonnes qualifs. Et malheureusement, ce sont ses adversaires qui se sont un peu appuyés sur elle. Très bien, merci pour ça. On passe brièvement sur le motocross des nations, parce que tu voulais nous parler de Romain Fèvre. Oui, eh ben, je voulais parler de Romain Fèvre, qui a été champion du monde de motocross cette année, et qui, avec Maxime Renaud et Mathis Valin, a fait justement une belle prestation, hein, Rémi, parce que pour le 78e motocross des nations, la France est montée sur le podium quand même. Oui, c'était un petit peu mieux que l'année dernière, mais c'était injouable pour ceux qui ont été voir le Supercross, non plus de Bercy, mais de Nanterre l'année dernière. Et les frères Lorenz, c'est ils sont redoutables. Surtout l'un des deux d'ailleurs. On va associer les deux quand même. C'est Jet. C'est impressionnant, quoi. Bah là, attends, je vais te dire, Jet Lawrence, il a fait 1 et 3, Hunter Lawrence a fait 1 et 1, voilà. Et donc ce sont eux qui ont gagné, évidemment. Les deux frères qui, d'ailleurs, ont un sacré record, parce qu'ils ont terminé premier et deuxième du championnat américain. Voilà, ils ont terminé premier d'un championnat national. National, on est d'accord. On l'avait bien dit, hein, des gens qui vont être premier et deuxième... Oui, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Voilà. Dans un championnat du monde. On va faire les frères Marquez bientôt. Et bien justement, parlons tout de suite de Marquez, parlons tout de suite de MotoGP. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marc Marquez une semaine après son sacre? C'est la chute. T'attaques directement avec ça. Direct. Ah oui. Bon. Oui, ça fait mal. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, il est maudit sur ce circuit. L'année dernière, avec Gresini, quand il passe chez Ducati, il fait podium sur la course sprint, mais jamais, depuis qu'il y a ce circuit au calendrier, Marc Marquez n'a marqué, on ne parle pas de faire un podium, jamais Marc Marquez n'a marqué un seul point à Mandalika. Ah bon? Oui. Pour divers problèmes, parce que des fois il est forfait, parce qu'il tombe, parce que... C'est vrai que l'année dernière il est tombé, t'as raison. Ah oui, non, mais jamais il a mis un seul point. C'est son circuit bête noire. Circuit maudit, il est champion du monde, mais là, du coup, on le sait, il peut se faire mal quand il tombe, et c'est le cas, il a été opéré, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Il est parti à Madrid se faire opérer. Alors, je ne sais pas s'il a déjà été opéré, parce que je sais que les avions vont très très vite maintenant, mais il a quand même du chemin, même si Singapore Airlines est très performant. Et il a dit, voilà, ça m'est arrivé parfois moi aussi de percuter l'autre pilote, donc il a été honnête, là c'est Bezeki qui le touche, qui le shoot, et après il y a eu une petite polémique levée par un téléspectateur français. C'est vrai que les graviers, quand il arrive dans les graviers, c'est incroyable. Et après ça, tous les pilotes ont dit, Les deux, d'ailleurs. Les deux. Et Marc Marquez, quand ils arrivent, ils font des roulés-boulés, mais à telle vitesse, c'est là où la blessure peut arriver. Il s'est fait quoi alors? Il s'est refait la clavicule peut-être, à vérifier. Mais ça c'est rien, la clavicule. Si c'était que la clavicule, je te rappelle Olivier Jacques à Suzuka, qui tombe et qui 10 jours après fait le Grand Prix de Jerez, et il mène, et il a un problème avec le pneu d'Alop, sinon il va faire au moins podium. Non, le problème c'est que c'est les ligaments. Et chez lui, les ligaments, c'est une souffrance. Il a failli arrêter sa carrière à cause de ça. C'est la même mauvaise épaule, c'est encore ça. Ça peut être, déjà on le voit pas en Australie dans 15 jours, c'est sûr. Mais Randy Depugnier disait qu'il viendrait même probablement qu'on ne le verra pas sur la fin de saison. On verra sur les dernières courses. Si vous voulez les dernières news là, c'est il manquera l'Australie et le suivant, c'est l'Indonésie. L'autre mur, c'est la Malaisie, je pense. La Malaisie et la Malaisie. Après, il en manquera deux. Il restera Portimao et Valencia. Donc là, c'est déjà... Australie et Malaisie, voilà. Mais c'était clair que c'était tu penses qu'il va revenir? Parce que ça dépend si c'est pas... Tu sais très bien déjà que son épaule est capable de se la remettre. On va voir, on n'est pas médecin. C'était formidable, il avait vaincu le signe indien, là. Et... Voilà. C'est la course moto, hein. Je vous rappelle que Jorge Martin n'est pas là. Là, on a eu un Grand Prix de Formule 1. Un Grand Prix de Formule 1 où on a 20 pilotes au départ, 20 pilotes à l'arrivée. Moi, ce qui m'a interpellé, on est parti, alors qu'on a 15 pilotes qui marquent des points en Grand Prix moto, pas 10. On est parti à 19, parce qu'il y a Jorge Martin, il y a Ogura qui a déclaré forfait avant le Grand Prix, juste le vendredi, il y a eu également Maverick Viñales, on est parti à 19, donc du coup, qui était le grand bénéficiaire de cette opération? Notre Thaïlandais, Chantra, qui a pris 3 points. Il a doublé son capital point, voilà, on voit l'épaule furtivement de Marc Marquez. Ah ouais, mon Dieu. On est charme. Bon, mais Somkia Chantra, qui va marquer des points. Bon, il ne sera pas sauvé chez Honda, hein, quand même. Non, parce qu'il part, ça y est, c'est fait. Il va en World Superbike chez Honda, en championnat du monde Superbike.
Somkiat Chantra, équipier de Zarco. D'accord, ok. En parlant justement de nos Français, un week-end à oublier, Zarco, il a chuté 3 fois, c'est ça? Alors 2 fois le vendredi, ensuite une chute à 3 tours de l'arrivée en course sprint. Oh. Il en est à un record, triste record, il en est à 26 chutes cette saison. C'est Pour un beaucoup. garçon qui a gagné le 8 heures Suzuka d'endurance, qui a fait victoire historique au Grand Prix de France, on attendait ça depuis Pierre Monneret, et qui dans la foulée fait 2e devant Marquez à Silverstone, depuis plus rien. Alors là, depuis Motegi, il a les évolutions sur une des 2 motos. Ah ouais. Alors le seul point positif, est-ce que c'est à cause de ça? Il l'a dit, il y en a un. Le point positif quand même, c'est que d'abord, il voit que depuis la course de Motegi, il y a eu le podium d'une des 2 Honda officielles, ça marche mieux. Ouais. Même Lui, Marini, il a été pas mal. enfin, il a pris son meilleur départ de la saison. Marini était dans le coup, même si après ça, il a perdu 5 places d'un coup, et Rins aussi d'ailleurs pour un autre moment de la course. Mais il a gagné en stabilité sur le train arrière, mais il a du mal à inscrire la Honda dans les virages. Donc, dans ces conditions-là, il ne se sent pas du tout. Il a terminé avant-dernier, parce qu'il y avait 4 ou 5 pilotes qui n'ont pas terminé, je crois 12e et puis 13e Chantra, voilà, c'est ça, son coéquipier. Donc il a terminé devant celui qui ne fait jamais rien, son propre coéquipier. Ce qui veut dire aussi que l'équipe de Lucio Cecchinello a fait dernier et avant-dernier. Et normalement, l'équipe de Fabio, pour Yamaha, ça se passait bien sur ce circuit normalement aussi. Alors normalement, oui, c'est vrai que Mandalika, c'est favorable à la Yamaha, mais il a dit, là, les réactions de la moto étaient imprévisibles, il n'arrivait pas à se relâcher. Il a été agacé en plus pour la première fois de l'année, voilà, que son coéquipier qui fait jamais rien. Il était deuxième de la course. On a commencé à regarder les stats et son dernier podium, c'est une victoire à Austin. Exactement. Il n'a plus rien fait depuis. Et là, voilà, qu'il voit en plus. Alors là, c'en est trop pour un garçon comme Fabio Quartararo. Donc ça tout l'a agacé et il a dit aucun feeling de l'avant avec aucun des 3 pneus. Est-ce que ça a fini comment? Parce que je l'ai pas vu moi le GP. Ça a terminé par terre sur l'une et l'autre. Je crois qu'il a fait 7e à de mémoire. C'était ça la vidéo, la photo qu'on avait à l'écran? Non, ça c'était Marquez avec Bezzecchi. Non, celle d'avant, j'ai l'impression que c'était Fabio. Bon, mais en tout cas, les Français, ça n'a pas marché. Et alors, Ducati officiel, Rémi, ça n'a pas marché non plus. Parce que Marquez n'est pas là, mais ça fait une éternité qui s'était pas arrivé que ni en course sprint ni en course longue, il n'y a pas les Ducati sur le podium. Une seule Ducati a fonctionné, celle d'Aldeguer, parce qu'il est à 2024. Ça tombe bien parce qu'ils avaient décidé avant la course que de toute façon l'année prochaine, ça va lui passer sous le nez, comme il a que 20 ans, il n'aura pas la moto d'usine de l'année 2026. Il a dit, un chapeau pour un garçon qui est quand même talentueux, il a dit, c'est pas grave, je suis toujours en apprentissage, donc il l'a bien pris. Attends, il l'a bien pris parce que c'est politique, mais c'était marqué dans son contrat normalement qu'il devait avoir la moto de l'année. Les contrats, mais... il est jeune. Oui, bien sûr. Donc il a gagné à 20 ans et 183 jours. C'est pas le plus jeune. Non, le plus jeune c'est Marc Marquez, 20 ans et 63 jours. Il a battu le record de Freddie Spencer qui est 3e. 9e dans les plus jeunes à 21 ans et quelques jours, c'est Fabio Quartararo. Et 10e, ton chouchou, Valentino Rossi. Ah, à 21 ans. C'est-à-dire que pour être dans les 10 premiers maintenant, dans les plus jeunes de l'histoire, il faut avoir 20 ans ou 21 ans et pas 21 ans et demi. C'est impressionnant. Attends, mais Rémi, tu nous en parles depuis Le Mans de Aldeguer, même depuis l'année dernière. Oui. C'est un vrai talent, Aldeguer? Alors, c'est ce que pense aussi Randy Lepunier. Franchement, il y a 2 ans, il était bon en Moto 2. Son année dernière a été un petit peu moins bien. Là, tout le monde l'attendait, lui, parce qu'il avait la bonne moto chez Gresini. C'est le 5e pilote qui gagne pour Gresini, au passage. C'est vrai. Les 2 frères Marquez et Nea Bastianini également. C'est assez sensationnel. Il a fait les 2 frères Marquez. Oui. Mais ça, c'est avec la TVA. Parce que je compte le père, Julien, qui les a engendrés. Bien sûr. Vous l'avez tous vu. Non, mais Gresini, c'était une petite équipe à la base. C'était la 3e équipe devant la VR46. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. À l'époque où Gresini était avec Honda, c'était là, comme ce week-end, eh bien, les 2 motos qui étaient sur le podium, ça remonte à quand que les 2 Gresini soient sur le podium? Parce que là, il y a Alex Marquez et Aldeguer. Il y a en 2004, non? 2005. 2005. Avec, j'ai la stat, à Barcelone, sous l'entité Movistar Honda, c'était avec Giberno et Mélandry. Rassure-moi, Anthony, tu n'as pas besoin de ChatGPT, toi, tu connais tout. Non, je ne connais pas tout, mais je Pecco, alors, Pecco Bagnaia, c'était absolument épouvantable parce que donc, il fait la pole, il gagne la course sprint, la course longue à Motegi. Le gars n'a rien fait de la saison depuis l'éternité. Et là, il lui avait donné donc. Il y a une énorme polémique avec ça, parce que ce qu'on lui a fait donner, les suspensions, il y en a plein qui ont dit c'est pas possible. Donc à tel point qu'ils ont dit ils l'ont fait rouler avec le moteur 2025, et Tardozzi a été obligé de dire non, on lui a pas donné à Motegi le moteur 2025 parce que t'as pas le droit. Donc auquel cas ils sont hors cours, ça serait une catastrophe.
Je pense quand même qu'ils n'ont pas pris ce risque-là, mais c'est incompréhensible. Le gars est passé de intouchable à Motegi à d'un seul coup. Il était dernier à 13 secondes de l'avant-dernier et le lendemain, il est dernier. Alors là, il tombe, mais c'est. Il comprend pas. Il est là, il comprend pas. Il est au milieu de la. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pour l'instant, on n'a pas d'explication parce que Ducati ne veut pas communiquer là-dessus. La seule communication qu'on a vue depuis hier, c'est Tardozzi qui a arrêté pour tous les internautes, mais également certains journalistes qui ont posé la question. Il a dit non, ou certains consultants moto qui ont dit ça aussi. Il a dit non, on n'a pas utilisé à Motegi le moteur 2025. Alors après. Il avait des pièces aussi. Ils ont demandé, Ducati, quand même, les U de Bologne, lors des essais privés à Misano, ils ont demandé à la VR46 de les aider, et il avait essayé une moto de la VR46. Donc, à ce moment-là, il avait il faut bien un moment trouver une solution. Il a été 2 fois champion du monde, et là, il n'y arrive pas du tout. Moi, je pensais que ça allait être reparti. Alors après, pour lui, quand même, là, on va aller en Australie, qui a un circuit favorable à Ducati. On n'a pas Jorge Martin, le champion du monde. 3e opération, mais il y a 3e grosse blessure de l'année. On ne va pas le revoir. On n'a pas Marc Marquez, le champion. On n'a pas Marc Marquez, le champion. Là, il y a vraiment pour les pilotes des possibilités. Mais de toute façon, Raoul Fernandez sur le podium de la course au sprint. Aldeguer manque gagner les 2 courses. C'est Bezzecchi qui rate son départ, qui va faire une remontada de folie et qui le passe dans le dernier tour. Et que ce soit le podium de la course au sprint, c'est improbable. Et Jean-Louis, quel est pour toi le Grand Prix le plus surprenant, sans pluie, où tu as eu un podium avec des... T'as un débutant qui gagne, un rookie de 20 ans, et t'as Acosta qui est là. L'Australie, C'est improbable, c'est improbable. Non, il y aura Barcelone, peut-être, la première victoire de Max Verstappen qui était surprenant. Oui, pas mal. Et qui avait sur le podium avec lui ce jour-là? Il n'y avait pas les 2 pilotes Mercedes. Non, ils étaient dans le mur. Pour trouver un podium aussi surprenant. Sur le sec, j'entends. Oui, c'était sur le sec. Et surtout, il venait de chez la petite équipe et c'était son premier Grand Prix chez Red Bull. Il avait fait vraiment. Ça y est, je crois que j'en ai un. Il avait fait un vrai bond en avant. Ah, mais non, mais il y a la pluie, parce que j'ai Monza 2008. Mais non, il y a la pluie. Attends, je vais aller voir sur le chat. Peut-être Hongrie 2000. Sans la pluie, j'ai jamais vu sur les 30 dernières années 2 podiums aussi surprenants. Bon, alors la prochaine fois, c'est Acosta qui va gagner, parce que depuis le temps qu'on en parle de Pedro Acosta, non? Alors il s'est bien battu, il est hargneux. Je pensais même, et nos camarades de Canal Plus aussi, qu'il allait peut-être finir par en faire tomber un, parce qu'il est hargneux. Mais lui, il doit avoir la pluie difficile à avaler, parce que il ne sera pas le plus jeune vainqueur, il aurait pu les dernières, il ne l'a pas été. Ouais. Et là, ça recule, et il voit Aldeguer qui arrive cette année, et il est un autre qui passe. Il y a Nofeus qui nous dit Monza 2020 avec Gasly. Oui, c'est vrai, Gasly, Sainz et Stroll, ouais, c'est vrai. Sainz, Carlos Sainz, avec la McLaren. Stroll avec une Racing Point. Ouais, c'est vrai, Racing Point. Pourquoi pas? C'est pas mal. Reparle-moi d'Aldeguer, que j'aime beaucoup. Donc, on arrive au Grand Prix de France, je dois interviewer un pilote, alors, il y a eu Zarco, il y a eu Quartararo, ils me disent, tu vas faire Fermin Aldeguer. Oui. Et le gars... Parfait, non? Belle surprise, comme quand j'ai eu Luca Marini, parce que ça se passait moyennement, il est pas facile, il dit oui et non, Bezzecchi, il est pas évident à interviewer. Super belle surprise, il est sympa, il est attachant, il a pas le boulard, il est simple, et on a fait une super interview, et d'ailleurs, je lui dis, mais attends, t'es pilote, ce que me dit Marc Fontan, quand tu prends le départ d'une course, on a bien vu que là, ils sont tous bons. Quand pour une fois que la Ducati n'écrase pas tout le monde, Raoul Fernandez sur le podium, les KTM, elles font 2 et 4, parce que Binder est remonté à la 4e place. Et je lui dis, mais là, au Mans, tu sais pas ce qui peut se passer, tu peux gagner. Je lui dis, si tu gagnes, je te fais la boule à 0 dans l'émission Race Extreme. Il avait rien fait depuis le début de saison, c'était Ogura qui marchait bien. Le gars a quand même fait podium aux 2 courses, 2 fois 3e. Tu l'as motivé. Parce qu'il est doué, ils sont tous doués dans les 19. Il n'y a pas de pince, c'est pas possible. Non, mais tu en parles depuis le début. C'est vrai. Mais je ne pensais pas qu'il allait exploser comme ça. On va voir maintenant ce que ça va donner à Philippe Island. Après, je pense que ça va rentrer dans le rang. Je ne pense pas qu'avec la 2024, il va pouvoir concurrencer. Non. Pecco Bagnaia va revenir, là, c'est pas possible. Surtout qu'il n'y a pas Marc. Et d'ailleurs, mais ils vont mettre quelqu'un. Ils sont obligés. Ils vont être obligés, pas pour le premier Grand Prix où Marquez est absent, mais le deuxième, ils vont être obligés. C'est la règle. Mais ils vont pas le faire, mais ils devraient mettre quelqu'un sur une moto, pareil. Ils devraient mettre quelqu'un promouvoir Aldeguer, tiens. Pourquoi pas? Ou un gars de la VR46. Ils sont partis pour une demi-heure. Alex Marquez. Alex Marquez sur la moto. Mais pourquoi pas?
Maintenant qu'on a- Pourquoi pas? Après, il n'a pas besoin, lui, il l'a déjà. Non, il n'a pas besoin, mais- son coéquipier. Et Rémi, si on parlait avec de Bernard et de sa oui. relation On avec a tout Alain vu Prost, quand même. On a tout vu. Bah oui, bah tu prends 8 minutes sur Terminal Non, de mais guerre, non, c'est- évidemment. Non, c'est moi qui l'ai relancé sur Aldegard, parce que c'était un garçon que j'aime beaucoup. Mais toi, Je tu l'ai fais vu- une relance courte. je l'ai vu Mais Rémi, parler. après, il est Oui, je l'ai parti. vu parler, Il est parti. Non, mais on a tout dit. On a tout dit. Allez. Non, c'est bien, c'est bien. Bernard, on a parlé tout à l'heure de ses débuts avec Alain Prost, évidemment. Qu'est-ce qui a été le switch pour vraiment devenir un proche avec lui, où il y a eu une relation qui a vraiment été différente et pas juste simple photographe pour un pilote? Ça a été. C'était le fait de se rapprocher de lui parce que j'ai insisté. Ok. Je suis un photographe, quand je veux quelque chose, j'insiste. Souvent, avec les pilotes, on leur donnait rendez-vous après les essais. Ils nous disaient oui, à 3h, 3-4 heures. À 3h, ils n'étaient pas là, 4h, ils n'étaient pas là. Mes confrères, ils partaient tous. Moi, je restais jusqu'à la fin. Et vers 5h30, 6h, les pilotes, ils arrivaient. Bon, j'arrivais à faire mes photos avec lui. Et avec Alain, c'est parce que j'ai insisté et que j'ai très souvent insisté. Et le fait qu'à l'agence Gamma aussi, on me poussait à être proche de lui, qu'on est arrivé à se rapprocher. Bon, T'as gagné sa confiance, tu dirais, c'est ça, à force? Oui, tout à fait, oui. Oui, de toute façon, il faut gagner sa confiance, la confiance d'un pilote pour pouvoir être proche comme ça. Ouais. Ils m'ont montré que tu ne vas pas balancer. Il y a une chose aussi, je pense, qui a dû jouer un tout petit peu. Vous êtes d'origine arménienne tous les deux. On est d'origine arménienne Je tous ne les savais deux. pas pour Alain Prost. Si, Si, ouais. sa maman, Rosa. Alain du côté de sa maman, oui. D'accord. bien sûr. Ah bah Et tu l'apprends. il a vécu toute son enfance avec sa grand-mère et Sa grand-mère il a était été élevé avec très sa gentille, très grand-mère sympa, qui maternelle. avait connu le Victoria. qui avait connu le génocide, etc. D'accord. Ok, je c'est savais une famille très- arménienne, sûrement. Ouais. Eh ben, je Alors, il l'apprends ce y soir. avait la photo, c'était sa première Oui, victoire. 81 à Dijon. 81 à Dijon, Oui. voilà. C'est beau. Voilà. Justement, on va parler de ce avec quoi tu es venu. On en parlera tout à l'heure de ton livre. C'est de là que viennent la majorité des photos. En tout cas, tu es venu avec des clichés exceptionnels. Vu que tu étais proche d'Alain Prost, comment a-t-il vécu à Monaco en 84 quand Senna l'a dépassé sous drapeau rouge? Comment ça s'est passé tout ça? 84, avec la pluie pendant la course, la course a été arrêtée à mi-course par le directeur de course qui était Jackie Hicks. Comment on garde le tour d'avant. Alain a été déclaré vainqueur et avec les demi-points qui lui ont permis de gagner la course, mais qui lui ont permis aussi de perdre le titre parce qu'il a eu un demi-point de Mais retard. il oui, était parce furieux, que- Senna, après ça. Non, bon, enfin, Senna, il aurait pu gagner, Oui. mais enfin, Beloff aussi avec la voiture Oui. qui était pas conforme. Mais en fait, Alain aurait marqué 6 points en étant deuxième, et là, il a marqué Oui. 4 points et demi Oui. en Alors, étant premier. Alors, Comment toi tu l'as vécu, ça, ce truc-là qui avait raison finalement sur ce... C'était quand même une violente dispute, ce truc-là. Hein. non, il faut bien comprendre que Jackie Hicks, qui était quand même l'un des maîtres de la pluie, même de tous les temps, Le Rainmaster. voyait bien que Monaco, c'est un circuit qui est très à part sur la pluie. Ouais. Étant donné que c'est des rues avec des ruisseaux qui descendent, c'est très compliqué. passages piétons. Des passages piétons, etc. C'était très difficile. Il y avait des endroits où il y avait vraiment une couche d'eau. On était trempés Et ce jour-là. Par ouais. sécurité, il s'est dit, je vais arrêter ce Grand Prix, c'est pas possible. Oui, c'est par Il va- sécurité que la course. Et il a battu le drapeau rouge, fin de la course. Voilà. Non, mais Senna, on il disait- revenait très fort, on l'a Ouais, vu mais- sur les ah images, oui, et il l'a mais- dépassé. mais- Est-ce mais- que c'était pas une injustice quelque part? Bon, après, Ça aurait pu être considéré comme ça, sauf que la loi est la loi. oui. Et puis imagine, il le double et il se met dans le rail, on sait jamais. Ça aurait pu être sa première victoire. Bon, le fait que sa première victoire a été en 85 à Estoril. Sous la pluie. Sous la pluie encore. battante aussi. Mais là, ce qui était l'intéressant, c'est qu'à la fin de la course, après le podium, ils sont mis côte à côte ensemble, main dans les mains. C'est comme ça que j'ai pu faire cette photo où ils sont tous les deux ensemble. Ils se connaissaient pas avant, ils se côtoyaient pas, Non, puisque... du tout, non. non. L'un Alain était déjà était une champion, star, ouais, voilà. quasiment. Et Non, parce que et Ayrton était 84, c'est la débutant. première année où Ayrton est arrivé sur la Formule 1. Moi, je l'ai connu en 83 à Macao, Ouais. au Grand Prix de Macao. Et bon, j'avais discuté un peu avec lui, on s'était un peu rapproché, mais c'était la première saison de 84, c'est la première saison et son premier Grand Prix de Monaco. Tu suivais un petit peu les pilotes qui arrivaient justement, qui étaient dans les Formule 2, Formule 3, ou pas? Là, à Macao, c'était un peu particulier parce que je l'avais rencontré avec Teddy Hip, qui était l'organisateur du Grand Prix de Macao, et qui me l'avait représenté. J'avais passé un petit moment avec Ayrton. Et on sentait déjà que c'était quelqu'un qui voulait y arriver parce qu'il a gagné la course du Grand Prix de Macao.
Et puis après, bon, quand il est arrivé en Formule 1, j'ai fait pas mal de photos avec lui dans ses débuts à Rio, au Grand Prix de Rio, du Brésil, et puis à Détroit aussi, où j'ai une bonne série de photos aussi avec lui. D'accord. Mais pas trop Stéphane Bellof, par exemple, qui débutait Bellof, aussi, c'est quelqu'un qui était très gentil, avec qui nous appréciait beaucoup aussi. Ouais. C'est un pilote très agréable et très gentil. Ouais. Ouais. Il y a également des clichés avec Niki Lauda chez McLaren. Il était comment avec ses coéquipiers? Alors, il était très... avec Alain, il était très... je veux dire, il était professeur, là. Alain a beaucoup appris avec... D'ailleurs, j'ai pas demandé, mais qui l'a surnommé professeur? Ou est-ce que c'est venu comme ça? On sait qui... Je pense que c'est quelqu'un de Michelin. Ah bon? Il appelait le professeur, oui. Je pense que c'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Blanchet et qui donnait des surnoms à tout le monde. Et tout le monde, tout le paddock avait des surnoms. Quand il parlait de la fin de la grille de départ, il les appelait les Katangais, pour rappeler la Sorbonne et les machins, etc. Mais c'est surtout parce qu'il était extrêmement méticuleux, alors que Senna, c'était l'inverse. Senna, il était prêt à... Ce qui lui avait arrivé, il était prêt à mourir en Lauda, c'était l'ordinateur, je crois. Oui, Lauda, c'était l'ordinateur. Mais Lauda calculait très vite. D'ailleurs, pour le Grand Prix d'Estoril qu'il a gagné, il avait calculé avec le panotage, parce qu'avant c'était le panotage, il avait calculé qu'avec le panotage, le temps qu'il faisait, le panotage qu'on lui donnait, il allait gagner la course quand même par rapport à sa position. Ouais, et du coup, je t'ai coupé avec Niki Lauda, c'était Niki Lauda, souvent, Niki Lauda et Alain, souvent, s'enfermaient dans la voiture pendant les essais privés. Ok. Et ils discutaient... Niki lui apportait beaucoup d'informations. Ça, c'est la photo du duel. Ça, c'est une photo que j'ai faite le jour où je suis allé faire la photo de famille de McLaren en 84, avant la fin de la saison. Bien sûr. Et j'avais dit à Alain, je viendrai avec des pistolets que j'avais loués dans un magasin de théâtre. Mais est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce que tu leur as demandé de faire ça? Oui. C'est toi qui as demandé. Donc on voit le vrai tueur, c'est Lauda. Parce que lui, il met la balle dans la nuque de son adversaire. La première image, il y a une autre image où Niki met le pistolet sur la tempe d'Alain. Voilà, celle-ci. Et tout de suite après, Alain a aussi fait la même chose avec son pistolet. Et donc, c'est des faux pistolets que j'avais apportés. J'avais dit à Alain, après la photo de famille de McLaren, on fera cette photo-là. Et donc, il m'a dit, je lui ai dit, tu en parleras avec Niki. Bon, il en a parlé, il n'en a pas parlé. À la fin de la photo de McLaren, je lui dis à Niki, on va faire la photo. Il me dit, mais quelle photo? Je lui explique. Et il me dit, d'accord. Donc, je suis allé avec eux à la comptabilité, parce qu'ils étaient venus pour signer leur contrat de l'année suivante. T'as pris des photos du contrat? Ça s'est passé dans la comptabilité de McLaren. La photo a duré 4 minutes et demie. J'ai fait 10 photos. Voilà. Ça, c'était à Adélaïde? Non, ça c'était chez McLaren. À Woking. À Woking, Je veux simplement dire que Alain observait beaucoup cette année-là Niki Lauda. Niki Lauda lui a beaucoup appris par son comportement. Niki Lauda, il vient d'une famille aisée, autrichienne. La princesse Grace est sur le podium, baise-main, etc., etc. Et sur le plan comportemental, je crois qu'il a... Alors, Alain l'observait beaucoup. D'ailleurs, Lauda, un jour, nous a dit, mais pourquoi il m'observe comme ça? Il est toujours en train de me regarder. Il apprenait. Alain, il apprenait. Et donc, c'est pour ça que Lauda était son maître dans ces années-là. Oui, parce que le père était marchand de meubles et il venait, il a dit personne m'a aidé. Prost, il s'est fait tout seul. Bien sûr. Au caractère, et je vais le comparer à Napoléon, c'est deux petits. Et quand tu es petit comme ça, tu vois, il dit qu'il avait deux complexes au début. Il était petit et l'autre complexe qu'il avait. C'était le nez cassé, oui. C'est vrai? Oui. Ouais. C'était un complexe, les gens autour de lui lui disaient, mais lui, ça le... c'est comme ça qu'on l'a reconnu aussi. Moi, je suis pas tout à fait que d'accord avec ça, parce que le fait d'être petit, ok, peut-être, mais enfin, Esteban Ocon... Tu dis ça parce que t'es petit. Oui, bien sûr. Non, mais Esteban Ocon, par exemple, a voulu aussi se battre et y arriver, et il est ultra grand. Je sais pas s'il y a que ça, il y a aussi l'origine familiale. On a envie de s'en sortir. Son nez, moi, me permet, quand les photos sont à l'envers... sur l'ordinateur, ça me permet de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la photo est énorme. Un moment très fort aussi de sa carrière, c'est octobre 85, le premier titre à Brands Hatch. Comment tu l'as vécu, comment il l'a vécu? C'est pour ça qu'on est là. Hein. Eh oui, 6 octobre octobre 85. Que Bernard est là. Alors aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire de son premier titre. À cette heure-ci, il avait on était en train d'arriver à Paris, au Bourget. Il était en train de partir pour les premiers journaux. C'est ça la photo. Voilà, ça c'est la photo. Comment ça s'est passé? Raconte-nous tout ce moment-là. Il était en bagarre avec Alboreto.
Ah oui. Michele. Michele, bien sûr, qui monsieur. était chez Ferrari. Et c'était l'un ou l'autre. Et moi, l'histoire après la continuité du Grand Prix, parce que il a été champion, il a gagné, on a été, il y a eu le podium, et moi, Mansour Roger m'avait dit, dès qu'il y a le podium, tu m'attends au podium, on mettra au point le retour à Paris. Et donc après, il y a eu les réunions et les interviews, et tout de suite après, on est parti, on a pris l'hélicoptère pour aller prendre l'avion TAG, et on est rentré à Paris pour être à 20h à Paris et avoir le passage sur les journaux télévisés. Alors moi, j'ai quand même une question, Bernard, ou d'ailleurs Jean-Louis aussi. Il avait quand même raté plusieurs fois le titre. Là, c'était la délivrance. Comment il se sentait? Oui, c'était un peu la délivrance, parce qu'en 83, il avait raté le titre d'un point. 84 d'un demi-point. Oui. Et là, donc, c'était vraiment... on aurait dit que c'était chronologique et c'était la bonne année pour que ça arrive. Mais c'était l'année où enfin les Français ont gagné. C'était fini. Les Sévilles, la France qui se fait éliminer par l'Allemagne. Oui, en foot. Là, d'un coup, on a Bernard Hinault, Oui. Alain Prost, Oui, absolument. on a avait eu Yannick Noah. Noah en 83, oui. Il n'y a aucun successeur à ces trois-là. Personne n'a gagné Roland-Garros depuis chez les garçons. Il n'y en a aucun pour ces trois-là. Je suis d'accord avec toi. Je me souviens très bien, j'étais dans la cabine de commentaires avec José Rosinski et Bernard Giroud, et alors à l'un à l'autre. Et Bernard Giroud, mesdames et messieurs, il n'arrivait pas à le dire. On est enfin champion du monde français, c'était ça. Voilà, il y avait une émotion terrible pour nous, les Français. Pour les Anglais aussi, pour McLaren aussi, évidemment. T'as senti vraiment un changement de la manière positive une fois qu'il a été champion du monde? C'était une autre galaxie. Comment tu l'as vécu avec lui, ces moments-là? Oui, il a été demandé par tout le monde après, bien sûr. Donc, il y avait une chose, c'est qu'après son titre du dimanche 6 octobre, il avait donné son accord pour le 8 octobre à la société Moët-et-Chandon, qui organisait un déplacement dans le Bordelais. Mais ça, il avait donné son accord au printemps. Et il a tenu son accord, et le mardi 8 octobre, on est parti dans le Bordelais faire le tour des grands châteaux. Donc on est arrivé le mardi après-midi à Château-Latour. Le soir, on a dîné avec le baron Rothschild, où il y a eu une série de prises de vue aussi avec le grand portraitiste Youssouf Karch, pour Paris Match. Et on a dormi à Château-Margaux. Et on a pris l'apéritif le mercredi matin dans la famille Mouex à Pétrus. Et on a déjeuné avec la famille du comte de l'Ursalus à Château-Yquem. Et toi, t'étais là, forcément, dans les bagages, c'était sûr, quoi, Bernard, t'étais là. J'étais là pour faire les photos. Pas mal. Il y avait Jean-Pierre Jabouille et puis Jacques Lafitte aussi. Incroyable. Tu étais présent lors de sa signature à Adélaïde en 85. En quoi c'était incroyable aussi, ça? Non, ça, la signature, c'était un problème qu'on avait avec Jean-Louis, parce qu'on faisait un livre avec tous les deux avec Alain, qui était le premier livre champion du monde par rapport à son titre de 85. Michel Lafon. Chez Michel Lafon. Chez Michel Lafon, ouais, c'est ça. C'était chez Carrère Lafon, là. Oui, c'est ça. Mais donc Michel Lafon était un des associés, et le livre était terminé. Je vais continuer. Et le temps que le contrat se fasse, se décide, etc., on est parti à Adélaïde. Alain, on était dans le même vol, machin, etc. On est parti à Adélaïde. Et lui, là, il n'avait pas le contrat signé. L'éditeur voulait absolument le contrat signé. Donc, il est arrivé en Australie la première journée d'essai. Le vendredi matin. Le vendredi matin, première journée d'essai. Dans le box, allez, signe. Absolument. C'est vrai? Et, oui, comme ça. Oui, mais la signature, elle n'a pas eu lieu tout de suite, parce que Ron Donis l'a appelé, il a fallu qu'il aille en réunion. Après, à 10h, il y a eu les essais. C'est ça. Jusqu'à midi. Oui. À midi, il est ressorti, il y a eu les essais, encore un meeting. Ils sont repartis en meeting, il est ressorti à 1h moins quart, parce que les essais commençaient à 13h. Oui, c'est ça. Et je lui dis, mais attends, il faut que tu me signes le contrat, parce que je reprends l'avion. Et donc, il a signé le contrat sur un tabouret. Et une fois qu'il avait signé tout le contrat, moi j'étais libéré, je suis allé faire quelques photos des essais, et puis le soir, à 17h, j'ai repris l'avion pour Paris. J'étais à Paris le samedi à 14h. Et alors? Et depuis ce temps-là, à chaque fois qu'il est arrivé en Australie, il est marqué, vous pouvez nous suivre s'il vous plaît? Parce que quelqu'un qui reste venant de Paris, bah oui,
passant 4 heures sur le Grand sans Prix, bagage. sans bagage ni rien du tout, sauf un contrat signé, c'était tout à fait suspect. Oui, tout à fait suspect. Et à chaque fois, il arrêtait. Alors, bon, d'un autre côté, l'immigration à Melbourne, l'immigration à Melbourne, ça rigole pas. Non, ça rigole jamais chez les Australiens. Le moindre truc, t'as une pomme dans l'avion, je te dis pas. Ah oui, c'est ça. Alors, par contre, moi, je me pose la question, Bernard, quand tu es photographe officiel, tu ne te dois pas de rester sur toutes les épreuves, là, ça suffisait. Non, là, on avait arrêté de faire des photos sur Alain parce que l'éditeur, comme beaucoup d'éditeurs, voulait sortir le livre tout de suite. Et donc, comme il a été champion le 6 octobre, le livre était bouclé, les textes, Jean-Louis avait terminé les textes, les photos, j'avais donné les photos. Et après, bon, il y avait quoi? Il y avait le Grand Prix d'Afrique du Sud, je crois. C'est ça. Et puis après, Adélaïde. Comme ça. Comment il était lors de ces expériences hors des paddocks de F1, notamment à Landros, sur lequel tu l'as accompagné. Et je crois que tu avais une anecdote avec un des pilotes qui lui a dit comment arriver à passer fort là-dessus, parce que lui venait de la piste, forcément. Alors oui, c'est Yvan Muller qui lui dit au début, quand tu pilotes à Landros, il ne faut pas piloter au cordeau comme le font tous les pilotes de circuit. Mais si tu sors pas le cul de la voiture en premier, tu repartiras pas. Donc il faut balancer la voiture pour la relancer après à la sortie du virage. Et donc, c'est comme ça qu'il a appris à relancer la voiture et qu'il a gagné plusieurs fois. C'est-à-dire que Muller lui dit mets le cul en premier pour sortir. Et lui, tu lui dis ça, c'est bon, il a le mode d'emploi, ça marche. Il avait le mode d'emploi en tête, maintenant. Il fallait s'habituer. Okay. Attends, Yvan Muller, 10 titres, 10 victoires. Attends, oui, non, il suivait les trajectoires au cordeau. Mais c'est qui c'est ce gars-là? D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que les premiers essais qu'on a fait quand il a commencé le Trophée Andros, ça se passait sur un terrain, une piste de terre dans le sud de la France. J'avais fait tomber mes lunettes de soleil, on était avec moi et lui, et Alain qui faisait les essais. Et il est passé 10 fois avec les traces à côté de mes lunettes de soleil, à 10 cm de mes lunettes de soleil, il n'est jamais passé dessus. Wow. Donc c'est des pilotes de circuit qui passent toujours au même endroit. Précis. Le professeur, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il aimait déjà le vélo à cette époque-là ou pas? Oui, bien sûr. Déjà? Oui, il aimait beaucoup le vélo. Tu as aussi un moment que tu as pu immortaliser avec le président de Honda sur circuit qui ne venait pas forcément tout le temps. C'était quoi sa relation avec les dirigeants? Honda ne venait jamais sur les Grands Prix. Il était venu cette année-là, c'est en 86, pour voir la victoire qui était normalement écrite de partout parce que Williams, Honda devait gagner avec Mansell et Piquet. Et donc, Monsieur Honda est venu saluer Alain juste avant le début de la course. Et Alain lui dit à la fin de la conversation en rigolant, je suis désolé pour ce que je vais vous faire tout à l'heure. Mais bon, ça, il lui a dit en rigolant. Parce qu'il avait un moteur quoi, Porsche à cette époque-là, c'est ça? Oui, il y avait le moteur Porsche. Bien sûr. Et la course, après, on la connaît. Mansell a le pneu qui éclate et Piquet est rappelé au stand pour pouvoir changer le pneu. Et Alain gagne la course. Alors qu'il était 3e, un petit peu ce qui est arrivé avec Raikkonen en 2007, où c'était le 3e larron qui gagne. C'est un peu la confirmation de toute la série d'Alain, un point en 83, un demi-point en 84. C'est vrai. Il gagne en 85 et il confirme en 86. Ouais, pour lui, c'est les deux plus belles victoires. Ouais, c'est clair. Ah, wow. On le disait en début d'émission, tu le suivais, Alain Prost, dans sa sphère privée, notamment dans des déplacements en Suisse et même avec le pape. Tu as rencontré le pape, c'était quel pape? C'était Jean-Paul II. Le plus beau de tous. Il est resté très longtemps, Jean-Paul II. Ah oui. Le meilleur de tous. Il était très jeune quand il est arrivé, Carlo Stila. Il avait en tête de rencontrer le pape s'il gagnait le championnat du monde. Ah ouais. Mais tu viens de lancer un sujet intéressant parce que, et là je vais me tourner vers toi, mais également vers Jean-Louis, tu viens de parler de la Suisse. Quand il a décidé de partir en Suisse, ça a un petit peu grincé des dents. Ah oui, bien sûr. Tu peux nous raconter? On sait pourquoi il est parti en Suisse, parce que sa voiture et sa maison dans la région de Saint-Chamond étaient constamment abîmées et détériorées. Tagué. Mais pourquoi a-t-il été... Parce qu'il l'avait un petit peu raconté dans la série sur Canal+, mais pourquoi il était si peu apprécié alors que c'est un champion incroyable? Il y a une partie de son duel avec Arnoux, qui avait les faveurs populaires. Pardon? Ça l'a pas aidé. Ouais. Ils étaient tous les deux chez tout ça, oui. Et puis, tu connais bien les Français jaloux comme des machins, etc. Oui, et le petit gars de Saint-Chamond, il était là. Il n'était pas un Parisien ni un New-Yorkais. Ouais. Il était là pour... Ah oui.
Et donc il est parti, mais pas du tout parce que tout le monde pense que c'est pour l'argent, pas du tout. Mais c'est vrai que ça l'a aidé, ça aussi. Évidemment, ça l'a aidé. C'était le déclenchement, ça. Ah, parce qu'en Suisse, ça serait plus intéressant au niveau du fisc. Non, parce que tu sais, pour les pilotes moto, c'est Andorre maintenant. C'est pas ce qu'on a voulu dire. Et on t'a coupé du coup avec le pape. Comment ça s'est passé? Donc quand il a gagné le titre, son souhait était de rencontrer le pape s'il était champion du monde. Et donc ça s'est fait la semaine avant justement Adélaïde, 85, oui. Et je suis allé chez eux, je dormais en Suisse le vendredi soir, et le samedi matin, on est parti avec l'avion d'Alain. Il y avait Bernard Giroux aussi qui était avec nous, Anne-Marie, l'épouse d'Alain, et Alain. Voilà. C'était une drôle d'époque quand même, parce que Bernard Giroux, qui sortait quand même avec, si je ne me trompe pas, Jen Manson. Oui, c'est ça. T'imagines les journalistes sportifs à l'époque? Parce que toi, ça te dit rien, Jen Manson, c'était cultissime. Comment ça s'est passé? C'est tout un protocole ultra... Oui, mais c'est un protocole qui était prévu longtemps à l'avance, oui, tout à fait. Oui, c'est impressionnant quand on est en audience privée avec le pape. Ça doit être un grand moment même pour toi, là. Oui, c'est un grand moment, oui, tout à fait. Alors, au début, on a fait quelques photos à l'extérieur avec les gardes suisses, qui étaient une ambiance autour du Vatican. Et ce jour-là, donc, il y a eu l'audience, on est allé déjeuner après à l'hôtel Hilton où il était à Rome. Et moi, je les ai quittés. Et le lendemain matin, le dimanche matin, ils sont partis avec Anne-Marie, son épouse, à Adélaïde. Mais il n'a pas eu la papa mobile parce que c'était avant l'attentat, hein, je pense, vu la date. Non, 85, la papa mobile, c'était avant. C'était avant? Je ne saurais pas, je ne suis pas spécialiste de... Vous êtes spécialiste de voiture, c'est papa mobile. C'est trop technique pour nous. Ouais, tu as eu beaucoup de scènes que tu as pu assister privées, en famille. Est-ce que à la fin, tu as vraiment cette impression de faire partie de la famille? Faire partie de la famille, non, mais j'étais accepté et je suis quelqu'un de très discret et de fidèle, comme Alain aussi est très fidèle en amitié. Et ils ont accepté parce qu'ils ont vu que j'étais pas quelqu'un à casse-pied. C'était quoi le rythme de présence avec lui? Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc c'était pas un rythme continu, mais je les ai rejoints en Sardaigne en vacances à Porto-Cerro. Oui. Où ils étaient avec Nicolas et Anne-Marie. Là, il y avait une anecdote en Sardaigne. Il apprenait à Nicolas à conduire, justement. Et, comme Toprak Razgatoglu avec son fils. Ouais. Une autre anecdote, c'est un soir, on dîne au restaurant et il y a le patron de Philippe Morris International qui est à côté de nous, Aleardo Buzzi. Et donc, il connaît bien Alain aussi, moi je le connaissais bien. Et il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites demain? Donc Alain il dit, bon, on va peut-être faire du bateau. Il dit, moi je vais faire du bateau avec mon épouse. Si vous voulez, on se retrouve à tel endroit, puis on déjeunera ensemble en mer. Et donc, c'est ce qu'on fait, on se retrouve, on déjeune, et après, avec Alain, on va se mettre vers une crique pour faire des photos. Donc, notre skipper, qui était un skipper italien, nous emmène dans un endroit où on pouvait faire des photos, qui était sympa. Moi, je faisais des photos avec un appareil photo amphibie. Oui. Et la semaine d'après, je me suis retrouvé en photo, et Alain aussi en photo dans toute la presse à People, parce que le skipper de notre bateau avait donné l'information à des paparazzi italiens, et ils étaient dans les rochers qui étaient à côté, et ils nous photographiaient pendant la prise de vue. Est-ce que tu te méfiais justement de ça? Parce que Alain devait aussi se méfier. Tu étais conscient justement qu'il était très suivi Non, mais j'étais quand même assez attentif par rapport à certaines photos, à certaines positions, certaines possibilités de photos qui étaient réalisées par des photographes qui n'auraient pas arrangé Alain. D'accord. Et tu n'allais pas que pour travailler, tu le voyais aussi en dehors, sans ton appareil photo, Alain et toute sa famille, ou pas? On se voyait plus souvent au niveau des Grands Prix et à l'extérieur, on se voyait de temps en temps sur des soirées, mais c'est pas très souvent. Si, les soirées, il y a une photo, peut-être qu'on ne la verra pas, où il y a son anniversaire, où il y avait... Alors là, l'anniversaire... Jean-Claude Killy, Alain Delon, c'était toutes les stars qui vivent en Suisse. Son anniversaire en 85 aussi, c'était au mois de février 85. Bon. Voilà, et, avec Delon Flipper, ouais. La soirée anniversaire secrète avait été organisée par Anne-Marie et puis par son associé du moment, qu'il avait actuellement en Suisse. Et ils avaient invité donc Jean-Claude Killy, Alain Delon, Montsou-Roger, il y avait Jacques Lafitte, il y avait Laville aussi, le chanteur. Ouais. Oh, Philippe Laville. Philippe Laville, oui. Je vous l'amène comme vous voulez, là. Et donc, c'était une soirée assez sympa. Alain Delon a joué au billard, au baby-foot avec Alain.
C'est des beaux moments. Tout ça, c'est retransmis justement dans le livre que tu as apporté. Oui, on va parler de ça parce que tout ça, tous ces clichés, on les retrouve tous dans le livre. Oui. Alors là, tu es venu. Nous, dans les gamers, on a des coffrets collecteurs, mais alors là, le livre, laisse tomber. C'est une. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est la boîte? Montre-nous. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Qu'est-ce que c'est la boîte? Le livre, c'est un coffret. C'est le coffret anniversaire, mais j'ai fait le même l'année passée sur Ayrton Senna. Donc là, pour les 40 ans. Pas de jaloux. Ça, c'est pour les 40 ans du premier titre d'Alain Prost. Ah oui, c'est un livre qui pèse 6 kilos. Wow. Moi, je propose qu'on le donne à celui sur le plateau, dont c'est qui aura le plus tôt son anniversaire. Oui, Amin, c'est toi. Explique-nous. Qui est livré dans un coffret avec un couvercle en plexi. Wow. Et c'est des pages en cartonné qui sont recouvertes de papier photo HD. Et il y a 80 pages que de grandes photos. Montre-nous. Et alors, pourquoi tu as choisi, quand il était en combinaison McLaren, et pas Williams Renault, par exemple? Comment tu as fait ce choix-là de la couverture? Parce que la photo est magnifique. Parce que la photo me plaisait beaucoup, et puis les grandes années d'Alain, c'est McLaren. Non, mais c'est une préface d'Alain Prost. Je voulais que tu me le dises. Tout à fait, ouais. Préface d'Alain Prost, oui. Génial. Et j'ai vu, après, il y a une photo de son permis. C'est quoi ce truc? Oui, alors il y a une histoire. C'est quand on a fait le livre ensemble, oui. J'étais allé chez Alain pour faire relire le livre qu'on faisait avec Jean-Louis, et pour faire relire le texte. Et donc j'ai dormi là-bas, et le lendemain matin, je lui dis, j'ai besoin de ton permis, parce que c'est pas comme maintenant, on n'avait pas de téléphone ou autre pour faire les photos. J'ai besoin de ton permis pour faire une reproduction pour le livre, parce qu'on l'avait mis en page de garde. Et donc il m'a donné son permis, et je suis parti le lendemain matin prendre l'avion, et sur l'autoroute, je me suis fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Ouais, c'est pas bien ça. Vous êtes quand même pas Alain Prost. Quand ils m'ont arrêté, j'ai sorti les deux permis qui étaient ensemble. Mais heureusement, ils n'ont pas vu celui de Prost que j'ai vite remis dans la poche pour. Ah, j'ai cru que tu l'aurais montré. Ah oui, c'est ça, incroyable. Ça aurait été magnifique. Et vous prenez pour Fangio ou pour Prost? Oui, je suis Prost. Incroyable. C'est un bel objet. Tu me disais 250 exemplaires, c'est ça? 250 exemplaires numérotés et signés, oui. Et où peut-on les trouver? On peut les trouver sur mon site internet, bacalian.com. Bacalian.com, on le mettra le lien en description. Je suis sûr que tu es là, Vince. Voilà, la mise aux enchères débute à 5 000 € pour le premier. Oui, le tarif, est-ce que tu l'as déjà? Il est vendu 950 €, plus le port. Voilà. Ouais, écoute, un bel objet de collection. C'est bien pour ça qu'il est dans des boîtes comme ça. Chaque exemplaire est fabriqué à la demande. Ah oui. Il faut entre 30 jours, à peu près 30 jours. Quand le client me pose la question, je dis, quand vous commandez une Ferrari, il faut attendre un certain temps. Un an ou deux. Voilà. Et là, donc, il faut attendre 30 jours parce que le livre est fabriqué pour le client. De toute façon, Rémi, ça résume la situation. Tu n'auras pas ton livre. Moi, j'ai une question. Après qu'il arrête sa carrière, son dernier podium, à partir de là, ils vont faire la paix. Il va être assez proche de Senna. Et il dit qu'à un moment, Senna l'a invité dans sa famille au Brésil. T'as pas eu la chance de participer à ça aussi? Non, mais Alain allait souvent Alain invitait souvent Ayrton quand il venait par exemple pour le salon de Genève. Quand Ayrton venait, il l'invitait. Mais ça, c'est plus logique parce qu'en Europe, c'est plus facile. Mais des courses au Brésil, on les voit une fois dans l'année. Non, si tu veux, non, mais c'est-à-dire que la paix retrouvée, ce que j'appelle la paix retrouvée, c'est le podium d'Adélaïde, où Ayrton sait très bien, vainqueur d'ailleurs, sait très bien qu'Alain prend sa retraite, et bon, il le fait monter avec lui. Et puis ensuite... elle n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce qu'il va y avoir l'accident dans la foulée. Ayrton avait quand même une idée derrière la tête, je ne peux pas lui reprocher, c'était qu'il trouvait que déjà, tout ce qui était organisation, contrôle, commissaire, machin, c'était bordélique au possible. Il fallait un gars qui soit un vrai taulier. Et pour la sécurité aussi. Oui, pour la sécurité, et notamment pour la sécurité d'ailleurs. Et il voulait absolument qu'Alain fasse ça. Alain lui disait, mais non, attends, je vis ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça qu'ils sont... Et puis après, ça je le raconte parce que j'ai assisté à tout ça, Ayrton, il voyait bien qu'il n'y avait plus Alain, qu'il y avait plus... C'était sa cible. Oui, lui quand il y avait Alain, c'était son but, c'était de gagner Alain. Et vice-versa. Et vice-versa, parce que Alain, il le disait bien, il est devenu ce qu'il est grâce à et sa notoriété grâce à Senna. Autre chose, Ayrton Senna a voulu signer chez Williams parce qu'il disait que la voiture était dominante, et puis il a vite déchanté. Oui, mais c'était plus pour le moteur. Senna, il était après son expérience chez Honda, il était très à cheval sur le moteur, et il savait que le moteur Renault était le meilleur et de loin, et il le voulait. Et ça lui a coûté... Je terminerai là-dessus. Oui. Je l'ai vu passer sur les réseaux. C'est vrai, est-ce que
le bateau d'Alain Prost aurait servi pour le film de Jean-Paul Belmondo sans son accord et il avait pété un plomb là-dessus. J'ai vu passer cette vidéo. Ah bon? Et elle est... Non, je sais pas. Ah ouais, parce que... Tu veux dire l'offshore, le Mister Nicolas. Mister Nicolas, c'était un offshore, c'était un truc. Oui, et il aurait servi pour un film de Jean-Paul Belmondo pour tourner un film. Je l'ai vu passer, je crois que c'était Boîte à gants qui avait fait ça. Oui. Je crois, je me rappelle plus. Dites-moi sur le chat, je l'ai vu passer la vidéo et il comprenait pas, il y avait des traces à l'arrière, mais c'est quoi ce bordel? Et après, il l'a vu dans le film de Jean-Paul Belmondo et il avait pété un plomb parce qu'il a vu son bateau. Donald, on va pas les libérer tous les deux. Jean-Louis qui commentait sur TF1 et toi qui étais son photographe officiel. Il y a cet accident à Monza. Alain est consultant. Il commente. Non, Imola. Ah, Imola, pardon. C'est vrai, c'est Imola. Oui. Comment il a vécu ça? Puisqu'il perd son comparse, son compagnon, son adversaire. Je vais te dire. Donc j'étais cabine de commentaire. Johnny Reeve, moi, Alain, avec une caméra sur lui, et ils se sont effondrés l'un et l'autre. En larmes. Ouais, non, il parlait plus. Ouais, c'est ça, il parle plus. Il a compris tout de suite. Hein. Et ouais, il fallait que... Et j'ai tenu l'antenne jusqu'au bout, si tu veux. D'ailleurs, des mecs très gentils, Le Monde, Libération, Les Inrecuptibles, ont dit, mais pour que les commentateurs s'arrêtent de parler, il faut que les images s'arrêtent d'être débitées. Et si tu veux, prenant un peu ma défense, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis tout seul. Oui, parce qu'on te Pierre tombait Van dessus. Vliet. Mais j'ai eu le même problème avec Philippe Monneret et avec Marc Fontan. On était 3 pourtant pour la mort de Daijiro Kato. Ouais. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais vous me laissez commenter tout seul pendant 1 heure. Voilà, Il dit, Rémi, voilà. on peut pas, on est pilote, on peut pas. Oui, C'est à toi de le faire. Non, mais là, Donc tu as eu la même chose. Et quoi. Julien Mais Febro... ils étaient dans un état second, et donc je leur pardonne volontiers. Julien mes meilleurs Febro amis, mais... a eu la même expérience avec Romain Grosjean. Oui, Alors ça quand s'est même. bien fini, mais il a Julien tenu... Febro, il a terminé en larmes. Quand il l'a vu sortir, tu vois, enfin avec les sanglots. Ça, c'est comme ça. C'est vrai que c'était fou. Avec la caméra embarquée, il dit Miss you, my friend, je sais plus exactement quand. C'est le message. Oui, mais c'était fou. Oui. D'ailleurs, il le dit dans mon podcast. Il le dit dans mon podcast. Ça lui manquait. Pierre Van Vliet, on a failli passer à côté de ce message. Oui, C'est vrai. Oui, Ah ouais. je vais te dire pourquoi. Parce que pour enregistrer ça, c'était la croix et la bannière. Parce que déjà, l'équipe Williams, c'était pas très sympa du tout. En plus, avec des Français. Et il fallait qu'on branche nos enregistreurs sur l'enregistreur de la voiture et du stand. Ouais. Et on avait mis 3 à chaque fois, parce que Senna enregistrait le tour de circuit pour nous, exclusivité mondiale TF1. C'est vrai. Pas du tout pour tout le monde. Exclusivité Non, Jean-Louis Moncet. Non, mais... Non, c'est grâce à Renault qu'on a eu Exact. ce contrat-là. Et donc, si tu veux, il y avait à chaque fois un gars qui se déplaçait, deux preneurs de son pour récupérer au cas où. Donc, parce que Senna, il voulait que ça soit parfait, tout ça. Eh oui. Et là, à Imola, si tu veux, donc on a enregistré ça. Et le monteur, dont je me cite le nom, Antoine Gerhardt, me dit, Jean-Louis, sur le tour de circuit, il faut que tu viennes. Moi, le tour de circuit, je mettais les bruits. Parce que si tu veux, Ayrton faisait ça en démarrant. Il fallait mettre des bruits. Donc, je mettais les bruits. Il me dit, il faut que tu viennes voir, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, si on va le garder ou pas, etc. etc. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as? Et là, moi, j'ai entendu le truc. J'ai dit, on va garder ça, évidemment. Bien sûr qu'on va le garder. Ouais. Et on l'a gardé. Et Pierre Van Vliet me raconte aussi un petit... Voilà, on va aller sur Trajectoire, voilà, je fais ma petite promo. Non, mais c'est vrai que Pierre Van Vliet l'a vécu aussi. Complètement. Incroyable. C'était pas compris. Le message n'était pas compris. Et d'ailleurs, on a cru que c'était une blague. Enfin, oui, c'est ça. Et on a envoyé Gilles Pernet et Catherine Pic, si je me souviens bien, parler à Senna, qui les a remballés en disant, j'ai pas l'habitude de faire des blagues. Circuler, il n'y a rien à voir. Hop, voilà, c'est tout. Des grands pilotes, une grande époque que tu as pu suivre, qu'on retrouve dans ton livre Mes années F1, by Bernard Bacalian, à retrouver sur bernardbacalian.com, c'est ça? Oui, www.bacalian.com. C'est pas un livre, c'est un objet collector. Et avant que tu conclues, bravo, parce que c'est rare que je te félicite, je crois que ça va être la première fois, mais j'ai mieux compris aujourd'hui, en faisant ma revue de presse, pourquoi tu faisais venir aujourd'hui Bernard et combien c'était important, les 40 ans du titre d'Alain Prost, parce qu'il y a un quotidien français aujourd'hui qui a fait une page entière sur cet événement. Figaro. C'est... Tu l'as vu? Tu l'as lu? Ouais. C'est le Figaro et Jean-Julien Esvan a fait une page entière sur les 40 ans du titre. Eh ben, c'est rare d'avoir des pages sur le sport. Mais parce que c'est mérité, parce qu'on vous l'a dit. C'est mérité, On vous l'a dit, et depuis Bernard Hinault, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont méritées et qui sont pas... C'est pour ça que j'avais proposé ça à mes amis. Faisons venir Bach. Eh ben, merci. T'as vu qu'on avait accepté tout de suite. On n'a pas senti. Enthousiaste. Et on voulait être là. Bon, il va falloir qu'on fasse venir Max, ma mère, de voir venir là. On dit, mais Max, il faut qu'il vienne. Oui, Max. Max, quand il remonte à Paris, là.
l'envoyer en F2. Mais oui, et Oui, Max, Surtout faut qu'il est libre, Max. Ah oui. Non, ça c'était éclaté aux oreilles. Bonne semaine à tous. Merci Bernard. Merci C'est à un vous. grand plaisir de Merci de t'avoir. m'avoir C'était reçu. passionnant. On retrouve ton livre, je le disais, sur ton site internet. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao. Merci. Ciao. Ciao.